Je m'appelle Madeleine Rousseau, j'ai 79 ans. Et pendant presque 2 ans, j'ai vécu un cauchemar silencieux dans ma propre maison, aux mains de celle que j'attendais le moins. La voix me manque en commençant ce récit. Même maintenant, 3 ans après, les souvenirs de cette période me causent encore un nœud dans la gorge. Il n'est pas facile d'admettre que sa propre fille, la chair de sa chair, la personne que vous avez bercée dans vos bras, pour qui vous avez tout donné et ce que vous n'aviez pas, puisse devenir votre bourreau. Je suis née en 1946 dans une petite commune du Cantal, dans une famille simple d'agriculteurs. À 18 ans, je suis venue à Lyon en quête d'opportunités, comme tant de Cantaliens de ma génération. J'ai travaillé comme employée de maison pendant des décennies, économisant chaque centime jusqu'à pouvoir acheter ma petite maison dans la périphérie de la ville. Je me suis mariée à 23 ans avec Marcel, un maçon travailleur, et ensemble, nous avons eu 3 enfants, Claude, Marie et Sophie. Marcel est décédé en 2008, victime d'un infarctus fulminant. Après 40 ans de mariage, je me suis retrouvée seule. Claude avait déménagé à Marseille avec sa famille. Marie vivait à Saint-Étienne avec son mari routier et ses enfants adolescents. Sophie, la cadette, était célibataire et vivait dans un appartement loué non loin de chez moi. Pendant quelques années, j'ai vécu seule et indépendante. Ma retraite n'était pas grand-chose, un peu plus que le minimum vieillesse, mais comme la maison était à moi et j'avais des habitudes simples, c'était suffisant pour vivre dignement. J'avais mes amis du centre social, j'allais à la messe tous les dimanches, je m'occupais de mes plantes et de mon chat, Ramina Grobis. Ce n'était pas une vie de luxe, mais c'était tranquille et surtout, c'était la mienne. Tout a changé en 2020, quand la pandémie est arrivée. Du jour au lendemain, j'étais une personne âgée à risque qui ne pouvait plus aller à la messe, ni au centre social, ni au marché que j'aimais tant. L'isolement a commencé à peser et c'est alors que Sophie a fait la proposition qui changerait tout. « Maman, je suis inquiète de vous voir vivre seule pendant cette période. Et si je venais habiter ici temporairement, je peux travailler à distance, comme ça vous ne serez pas isolée. » L'offre semblait un cadeau du ciel. Ma cadette, toujours la plus distante émotionnellement des 3, voulait se rapprocher, s'occuper de moi. J'ai accepté immédiatement, heureuse à la perspective d'avoir de la compagnie pendant ces temps incertains. Sophie est arrivée avec 2 grandes valises, son ordinateur portable et beaucoup de projets. Les premiers jours, tout semblait merveilleux. Elle cuisinait des plats différents, a organisé le salon pour son télétravail. On regardait les séries ensemble le soir. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me reconnecter vraiment avec ma fille cadette. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu environ 3 semaines après son emménagement. Je gardais ma carte vitale et celle de la caisse d'épargne dans ma Bible, dans le tiroir de ma table de chevet, une cachette que je considérais sûre, puisque personne à part moi ne touchait à ce livre sacré. Un matin, en cherchant les cartes pour vérifier si ma retraite était tombée, je ne les ai pas trouvées. Inquiète, j'ai demandé à Sophie si elle avait vu mes cartes. « Ah maman, je les ai rangées avec mes papiers pour plus de sécurité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier », a-t-elle répondu nonchalamment, sans lever les yeux de son téléphone. « Mais j'ai besoin d'aller à la banque aujourd'hui, ma fille. »« Ne vous en faites pas pour ça. J'ai déjà réservé un taxi pour retirer votre argent. Combien vous faut-il » J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai accepté l'explication. Après tout, elle semblait juste préoccupée par ma sécurité, et les personnes âgées étaient effectivement des cibles fréquentes d'arnaques et de vols. Cependant, quand j'ai demandé 300 € pour les dépenses de la semaine, elle a froncé les sourcils. « 300 € pourquoi, maman ? Maintenant, vous ne sortez plus pour rien acheter. C'est moi qui fais les courses en ligne. Je vais vous donner 100 € pour les urgences, d'accord ?» Ce fut le premier de nombreux petits contrôles qui se sont progressivement établis. Les visites à la banque ont complètement cessé. Sophie a dit qu'elle avait configuré l'application sur son téléphone et qu'elle s'occuperait de tout. Les courses de la maison étaient désormais faites exclusivement par elle, sans que je puisse beaucoup donner mon avis sur ce qui rentrait dans le garde-manger.
Votre âge nécessite une alimentation plus contrôlée, justifiait-elle, quand je demandais mes madeleines ou la baguette de tradition que j'aimais tant. Environ 2 mois après son arrivée, Sophie a annoncé qu'elle avait résilié le bail de son appartement. Ça n'a pas de sens de maintenir 2 logements, maman. Je vais rester ici avec vous définitivement. Comme ça, je peux mieux m'occuper de vous. Au début, j'étais sincèrement heureuse. La solitude des premiers mois de la pandémie avait été difficile, et l'idée d'avoir une compagnie permanente semblait réconfortante. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans son comportement. Sophie a commencé à contrôler de plus en plus d'aspects de ma routine. L'heure de mes repas, quand je pouvais regarder la télé, même quand je pouvais prendre ma douche. C'est pour votre sécurité, maman. Les personnes âgées chutent tout le temps dans la salle de bain. Mes quelques amis, qui appelaient occasionnellement pour prendre de mes nouvelles, étaient nés progressivement éloignés. Sophie décrochait toujours le téléphone avant moi et disait fréquemment que je me reposais ou que j'étais indisposée pour parler. Madame Marthe a encore téléphoné? Cette commère ne veut que se mêler de la vie des autres, commentait-elle après, décourageant toute tentative de rappel de ma part. C'est quand j'ai remarqué que j'étais constamment somnolente, même après avoir bien dormi la nuit, que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose de plus grave se passait. J'avais toujours été une personne active, je me levais tôt, j'aimais m'occuper de la maison. Mais soudain, j'arrivais à peine à rester éveillée après le déjeuner. Parfois, je me réveillais déjà en fin d'après-midi, confuse, sans me souvenir m'être endormie. C'est normal, maman. C'est l'âge. Vous vous détendez enfin après une vie entière de travail acharné, disait Sophie quand je commentais ma fatigue anormale. Un jour, environ 6 mois après son installation, j'ai eu un moment de lucidité pendant un de ces épisodes de somnolence. J'étais dans la cuisine. Sophie venait de me servir un verre de jus d'orange avant le déjeuner, comme c'était devenu la routine. J'ai vu quand elle a tourné le dos, a sorti quelque chose de sa poche, un petit flacon, et a ajouté quelques gouttes à mon verre. J'ai fait semblant de n'avoir rien vu. Quand elle est sortie de la cuisine pour répondre au téléphone, j'ai vite versé le jus dans l'évier et j'ai fait mine de l'avoir bu. Ce jour-là, je n'ai pas ressenti la somnolence habituelle après le déjeuner. J'étais alerte, consciente et terriblement effrayée. J'ai attendu que Sophie entre dans sa réunion vidéo de travail, porte fermée comme toujours, pour enquêter. Dans sa chambre, j'ai trouvé, caché dans une boîte de crème, un flacon de bromazépam, un médicament psychotrope qui, je l'ai découvert plus tard, cause de la sédation, de la somnolence et peut affecter la mémoire, particulièrement chez les personnes âgées. La peur et la déception que j'ai ressenties à ce moment-là sont indescriptibles. Ma propre fille me droguait quotidiennement. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à gagner en me maintenant dans un état semi-sédatif? La réponse est venue quelques semaines plus tard, quand j'ai réussi, lors d'un rare moment seul, à appeler une amie de la banque où je recevais ma retraite. Julia avait été directrice d'agence pendant des années et m'avait toujours traitée avec une gentillesse particulière. « Madame Madeleine, quel plaisir d'entendre votre voix. Je pensais que vous aviez déménagé dans l'Aude, comme l'a mentionné votre fille. » « Déménagé? Non, Julia, je suis toujours dans la même maison. » « Étrange. Votre fille est venue à l'agence il y a quelques mois, a dit que vous alliez vivre avec votre fils à Marseille et qu'elle s'occupait de vos finances. Elle a présenté une procuration signée de vous. » Mon cœur s'est glacé. Je n'avais jamais signé aucune procuration. « Julia, pouvez-vous me dire s'il y a eu de gros retraits récemment ?» Le silence de l'autre côté de la ligne était révélateur. Finalement, elle a répondu « Madame Madeleine, toutes vos économies ont été transférées en mai de l'année dernière, presque 50 000 €. Et depuis, votre retraite est intégralement transférée sur un autre compte dès qu'elle arrive. 50 000 €, toutes mes économies d'une vie entière, l'argent que je gardais pour les urgences médicales, pour une possible maison de retraite dans le futur, pour ne pas être un fardeau pour mes enfants. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'ai compris alors toute l'ampleur de l'escroquerie.
Sophie me droguait quotidiennement pour que je reste docile et confuse, incapable de questionner le contrôle qu'elle exerçait sur ma vie et surtout sur mes finances. Probablement, à un moment de confusion induite par les médicaments, elle m'avait fait signer des documents dont je n'avais même pas le souvenir. Cette nuit-là, en faisant semblant d'avaler le comprimé qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler, elle disait simplement « C'est l'heure de votre petit médicament pour dormir, maman ». J'ai réfléchi à mes options. La confronter signifiait l'alerter que j'avais découvert tout. Elle pourrait nier, pourrait augmenter la dose des médicaments, pourrait faire quelque chose de pire. J'étais physiquement trop fragile pour lui faire face. J'ai essayé d'appeler mon fils Claude, mais j'ai découvert que mon ancien portable avait cassé quelques semaines auparavant, et le nouveau que Sophie m'avait donné n'avait pas les contacts de mes autres enfants. Je les ajouterai plus tard, maman. Maintenant, reposez-vous. Et moi, dans mon état de sédation constante, je n'avais jamais insisté suffisamment. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar de lucidité intermittente. Dans les moments où je parvenais à échapper à la médication, en jetant le médicament ou la nourriture, boisson où il était mélangé, j'essayais désespérément de penser à une issue. Dans les heures où j'étais sous l'effet des drogues, je luttais contre le brouillard mental qui m'empêchait d'agir. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois sauvée par l'observation attentive de quelqu'un que j'attendais le moins. Si vous appréciez cette histoire, laissez votre like et dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. Votre interaction aide cette vidéo à toucher d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires d'abus envers les personnes âgées. Madame Lucienne habitait dans la maison à côté de la mienne depuis plus de 30 ans. Une Bretonne veuve au tempérament fort, connue dans le quartier pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Elle était réservée, moi aussi. Nous échangions des recettes occasionnellement, nous occupions de nos plantes respectives pendant les vacances, bien que ces dernières années je sorte rarement de chez moi. Et maintenions cette cordialité respectueuse de vieille voisine. Je ne sais pas exactement quand Madame Lucienne a commencé à suspecter que quelque chose n'allait pas. Mais j'ai su plus tard qu'elle avait remarqué des changements significatifs dans mon comportement les mois précédents. Vous avez toujours été matinale, Madame Madeleine. Soudain, les volets restaient fermés jusqu'à tard. Et quand je vous voyais, vous sembliez toujours si absente. Différente de la femme énergique que je connaissais, m'a-t-elle raconté plus tard. Le moment décisif s'est produit un matin de jeudi. Sophie était partie faire les courses, un des rares moments où elle me laissait seule, certaine que j'étais sous l'effet des médicaments de la nuit précédente. Mais j'avais réussi à ne pas prendre la pilule avant de me coucher. J'ai profité de l'occasion pour essayer de sortir de la maison, mais j'étais trop faible après des mois de sédation. En tentant de descendre les 3 marches de l'entrée, j'ai trébuché et suis tombée dans le petit jardin devant la maison. Je n'arrivais pas à me relever seule. C'est Madame Lucienne qui m'a vue sur le sol et est accourue pour m'aider. « Mon Dieu, Madame Madeleine, vous allez bien? Laissez-moi vous aider. » En m'aidant à m'asseoir sur le seuil de l'entrée, j'ai remarqué son regard, examinant mon visage, mes bras avec des hématomes des chutes précédentes, mon état général de fragilité. « Madame Madeleine, pardonnez-moi cette intrusion, mais vous n'allez pas bien. Que se passe-t-il? C'est votre fille? Elle s'occupe bien de vous? » C'était comme un barrage qui se rompait. Les larmes sont venues instantanément et avec elles, les paroles retenues si longtemps. J'ai tout raconté. Les médicaments, l'argent volé, l'isolement forcé, la peur constante. Madame Lucienne a écouté en silence, son visage se durcissant à chaque nouvelle révélation. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains entre les siennes, calleuse par le travail d'une vie. « Vous ne passerez plus un seul jour dans cette situation. Je vais appeler la police maintenant. »« Non !» me suis-je exclamée, paniquée. « C'est ma fille. Et si elle va en prison? Je ne veux pas ça. Et que voulez-vous? Continuer à être empoisonnée à petit feu? Vous faire voler tout votre argent? Mourir seule, droguée, pendant que votre fille vit à vos dépens? » Les paroles dures de Madame Lucienne ont été comme un réveil de conscience. J'avais passé tant de temps à protéger Sophie,
depuis son enfance, quand je justifiais ses bêtises, à l'adolescence, quand je dissimulais ses mensonges, à l'âge adulte, quand j'ignorais ses périodes d'irresponsabilité financière, que même maintenant, victime de ses crimes, mon instinct était de la protéger. « Faisons différemment, » dit Madame Lucienne, remarquant mon hésitation. « Je vais appeler vos autres enfants d'abord. Ils doivent savoir ce qui se passe. » Et c'est ce qu'elle a fait. Utilisant son propre téléphone, nous avons contacté Marie, ma fille du milieu. Le choc et l'indignation de Marie en entendant ce qui se passait étaient immenses. « Maman, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Ça fait presque 2 mois que j'essaie de vous parler, et Sophie dit toujours que vous vous reposez ou que vous êtes indisposée. » Elle contrôlait le téléphone, ma fille, et elle me maintenait droguée la plupart du temps. Marie a promis de venir immédiatement et également de contacter Claude à Marseille. Madame Lucienne, pratique comme toujours, a suggéré que je reste chez elle jusqu'à l'arrivée de Marie. Sophie pouvait revenir à tout moment et il valait mieux qu'elle ne me trouve pas. En moins de 3 heures, Marie est arrivée accompagnée de son mari, Antoine. Les retrouvailles étaient émouvantes et douloureuses. Ma fille pouvait à peine croire l'état dans lequel je me trouvais. J'avais perdu plus de 10 kilos. Ma peau était pâle, mes yeux cernés, mes cheveux, autrefois toujours bien coiffés, étaient négligés. « Maman » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « Comment avons-nous laissé cela arriver ?» Antoine, toujours plus pratique, était déjà au téléphone avec un avocat ami. La situation était clairement criminelle. Détournement de fonds, maltraitance envers une personne âgée, administration de substances nocives, des crimes graves passibles de lourdes peines. Quand Sophie est revenue des courses et a trouvé la maison vide, elle a immédiatement appelé mon portable, qui était resté dans la précipitation du départ. Marie a décroché. « Où est maman? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» La voix de Sophie trahissait non pas l'inquiétude, mais la colère et peut-être la peur d'avoir été découverte. « Elle est avec moi, Sophie, et nous savons tout. Les médicaments, l'argent volé, tout. » Le silence de l'autre côté a été suivi d'une explosion de justifications. « Tu ne comprends pas. Elle n'allait pas bien, elle était confuse, dépensait de l'argent sans contrôle. Je voulais seulement la protéger. Les médicaments étaient prescrits pour son anxiété. Tout ce que j'ai fait était de m'occuper de notre mère. »« Épargne-moi tes mensonges, » a coupé Marie. « Nous allons au commissariat maintenant. Si tu as un brin de décence, tu seras là pour assumer ce que tu as fait. » Évidemment, Sophie n'est pas apparue au commissariat. Au lieu de cela, elle est retournée à mon appartement, a pris ses affaires les plus précieuses et a disparu. Nous avons appris plus tard qu'elle avait retiré ce qui restait de mes économies cet après-midi-là et acheté un billet de bus pour une autre région. Au commissariat, j'ai été reçue par une commissaire spécialisée dans les crimes contre les personnes âgées. M. Dumas a écouté mon récit avec une attention professionnelle et une compassion sincère. Ce que vous avez vécu est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, Madame Madeleine. L'abus financier envers les personnes âgées, surtout lorsqu'il est commis par des proches, est un des crimes les moins déclarés qui existent. Les victimes dénoncent rarement par honte, par peur de représailles, ou pour ne pas voir leurs proches emprisonnés. J'ai donné tous les détails dont je me souvenais, les dates approximatives où Sophie avait commencé à me droguer, les informations de la banque sur le transfert de mes économies, l'isolement social forcé. Un médecin a été appelé pour m'examiner encore au commissariat. Des analyses toxicologiques ont confirmé la présence de benzodiazépines dans mon organisme à des niveaux compatibles avec un usage continu. Il y avait aussi des signes de légère malnutrition et de déshydratation. Votre fille ne volait pas seulement votre argent, Madame Madeleine. Elle minait lentement votre santé, expliqua le médecin avec un regard compatissant. Les effets des benzodiazépines chez les personnes âgées sont particulièrement préoccupants. Ils peuvent causer de la confusion, des problèmes de mémoire, une dépression respiratoire et augmenter significativement le risque de chute. Un mandat de perquisition a été délivré pour mon appartement, où la police a trouvé les flacons de médicaments, des notes détaillées de Sophie sur les horaires et les dosages,
et même un journal où elle décrivait froidement son plan. Jour 27. J'ai augmenté le dosage à 2000 mg. Elle dort plus, ce qui me donne plus de liberté pour organiser les transferts. Jour 42. La vieille est complètement sous contrôle maintenant. Elle ne pose plus de questions sur l'argent depuis des semaines. J'ai réussi à transférer 5000 € de plus aujourd'hui. La cruauté de ces mots, la référence à moi comme la vieille, la préméditation évidente, tout cela m'a déchiré intérieurement. Comment ma propre fille, que j'avais élevée avec tant d'amour, avait-elle pu se transformer en ce monstre calculateur? Une alerte de recherche a été lancée pour Sophie, mais elle avait déjà disparu, utilisant probablement l'argent volé pour s'établir ailleurs, sous une fausse identité. Claude est arrivé de Marseille 2 jours plus tard, amenant sa femme et ses enfants. La réunion familiale était douce, amère. Le soulagement d'être ensemble à nouveau mêlé à la douleur de la trahison de Sophie et de son absence évidente. « Venez vivre avec nous, maman », proposa Claude. « Notre maison est spacieuse. Les enfants adoreraient avoir grand-mère près d'eux. » C'était une offre généreuse. Mais après le traumatisme que j'avais vécu, l'idée de dépendre complètement d'une autre personne, même de mon fils aimé, me causait de l'anxiété. De plus, il y avait la question pratique. La faible retraite qu'il me restait serait suffisante pour mes besoins de base. Mais en déménageant à Marseille, je perdrais l'accès aux soins médicaux en cours à Lyon. Marie a présenté une alternative. Je pourrais vivre dans une petite annexe au fond de sa maison à Saint-Étienne. Un espace indépendant, mais assez proche pour qu'elle puisse me suivre en cas de besoin. Vous auriez votre propre maison, votre liberté, mais nous serions là pour toute urgence, a-t-elle expliqué. Cela semblait être la solution idéale. Cependant, il y avait un problème immédiat. Je ne pouvais pas retourner dans mon appartement. Les médicaments administrés par Sophie avaient quitté mon organisme, mais la fragilité physique et psychologique demeurait. L'idée de retourner à l'endroit où j'avais été pratiquement séquestrée pendant si longtemps me causait des tremblements et de l'anxiété. C'est alors que Madame Lucienne, qui suivait tout de près, est intervenue à nouveau de manière qui changerait ma vie. Madame Madeleine va rester chez moi jusqu'à sa guérison. J'ai de la place à revendre depuis que mes enfants ont déménagé. Et comme ça, elle peut continuer près de ses médecins d'ici et régler les questions légales en attente. L'offre était inattendue. Comme je l'ai dit, nous n'avions jamais été particulièrement proches. Mais dans ce moment de vulnérabilité extrême, la main tendue de cette voisine forte et pratique semblait un cadeau divin. Ainsi a commencé ma convalescence. Dans les semaines suivantes, vivant dans la maison chaleureuse de Madame Lucienne, j'ai progressivement récupéré mes forces, tant physiques qu'émotionnelles. Les procédures judiciaires se poursuivaient. Un avocat commis d'office a été assigné à mon dossier et a entamé des procédures pour tenter de récupérer au moins une partie de l'argent détourné. Nous avons découvert que Sophie avait souscrit plusieurs prêts à mon nom, accumulant des dettes importantes. Le processus pour démêler ce enchevêtrement financier fut long et douloureux. La police continuait à chercher Sophie, mais sans succès immédiat. Elle avait planifié sa fuite méticuleusement, comme elle avait planifié toute l'escroquerie pour me voler. L'impact psychologique de ce que j'avais vécu était peut-être le plus difficile à surmonter. Je me réveillais fréquemment la nuit, en panique, pensant être à nouveau droguée. J'avais des cauchemars vivants où Sophie revenait terminer ce qu'elle avait commencé. La trahison d'une fille laisse des cicatrices qui se referment difficilement complètement. Marie a trouvé une psychologue spécialisée dans les traumatismes et l'abus envers les personnes âgées, et les séances hebdomadaires sont devenues une bouée de sauvetage. Medurant m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas ma faute, que je n'avais pas créé un monstre, que les choix de Sophie étaient les siens, pas les miens. Les abuseurs identifient habilement les vulnérabilités et les exploitent, m'a expliqué Medurant. Votre fille a vu dans la pandémie et dans votre peur de la solitude une opportunité parfaite. Cela ne veut pas dire que vous étiez naïve ou faible. Cela signifie simplement que vous êtes humaine, avec des besoins humains de connexion et de compagnie. Progressivement, j'ai aussi réussi à reconstruire des liens avec mes autres enfants.
Marie me rendait visite presque quotidiennement, amenant souvent ses enfants adolescents. Claude appelait fréquemment par vidéo et venait avec sa famille pendant les vacances scolaires. La tragédie de ce qui s'était passé avec Sophie nous avait rapprochés d'une manière que nous n'avions pas connue depuis des années. C'est pendant cette période que j'ai rencontré d'autres victimes d'abus financiers. Dumas, la commissaire qui s'était occupée de mon dossier, m'a invité à participer à un groupe de soutien pour les personnes âgées ayant vécu des situations similaires. Les histoires que j'ai entendues lors des réunions hebdomadaires faisaient écho à des éléments de ma propre expérience. Fils, petits-enfants, neveux, soignants qui prenaient progressivement le contrôle des finances des personnes âgées, utilisant souvent des médicaments inappropriés, l'isolement social et la manipulation psychologique comme outil. L'abus financier envers les personnes âgées est une épidémie silencieuse, expliqua un policier spécialisé qui intervenait lors d'une des réunions. Pour chaque cas signalé, nous estimons qu'il en existe au moins 5 qui ne sont pas rapportés. La honte, la peur de représailles et le désir de protéger le membre de la famille auteur des abus gardent de nombreuses victimes dans le silence. Une des histoires qui m'a le plus marquée était celle de M. Gérard, un veuf de 83 ans dont le fils et la belle-fille avaient emménagé chez lui après un revers financier temporaire qui s'était prolongé pendant des années. Progressivement, ils avaient pris le contrôle de tout, vendu des meubles anciens de valeur sentimentale sans le consulter, s'étaient approprié sa retraite et finalement l'avaient forcé à signer le transfert de la maison au nom du fils, le laissant complètement dépendant et sans ressources. Le pire n'a pas été de perdre l'argent ou la maison, partageait M. Gérard avec le groupe, sa voix tremblante d'émotion. C'était de perdre ma dignité, d'être traité comme un encombrement dans ma propre maison, la maison que j'avais construite avec la sueur de mon travail. Ces paroles résonnaient profondément en moi. Sophie n'avait pas seulement volé mon argent, elle avait volé mon autonomie, ma dignité, mon sentiment de sécurité dans le monde. Et cette perte était beaucoup plus difficile à récupérer que n'importe quelle valeur financière. Environ 3 mois après mon sauvetage, nous avons reçu des nouvelles concernant Sophie. Elle avait été localisée à Nice, où elle utilisait un faux nom et travaillait comme réceptionniste dans une pension. L'arrestation a été effectuée discrètement, sans fanfare, et elle a été extradée à Lyon pour répondre de ses crimes. Quand on m'a informé de l'arrestation, j'ai ressenti des sentiments contradictoires. Du soulagement qu'elle ne soit plus en liberté, potentiellement en train de faire d'autres victimes. Une profonde tristesse de voir ma fille cadette dans cette situation. De la colère pour la douleur qu'elle m'avait causée. De la culpabilité de ne pas avoir réussi à l'élever avec de meilleures valeurs. « Voulez-vous la voir ?» m'a demandé Dumas quand Sophie est arrivée à Lyon. Ce n'est pas obligatoire, mais certaines victimes ressentent le besoin d'un dénouement, de regarder l'agresseur dans les yeux et de comprendre. Après beaucoup de réflexions et de longues conversations avec ma psychologue, j'ai décidé que j'avais besoin de cette rencontre, non pas pour Sophie, mais pour moi-même, pour me libérer du fantôme qu'elle était devenue dans mon esprit, pour clore ce chapitre et avancer. La rencontre a eu lieu dans une salle du commissariat, en présence de la commissaire et d'un psychologue. Quand je suis entrée, Sophie était déjà là, assise à la table, vêtue de la tenue orange de détenue. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus pâle, ses yeux dépourvus de l'éclat calculateur qui avait dominé les derniers mois de notre cohabitation. « Maman » commença-t-elle, la voix nouée. J'ai levé la main, l'interrompant. J'avais répété mentalement ce que je dirais à ce moment, mais maintenant, face à elle, les mots préparés semblaient inadéquats. Au lieu de cela, j'ai parlé directement du cœur. « Pourquoi, Sophie ? Je veux juste comprendre pourquoi. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. Je t'ai aimé inconditionnellement. Comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu droguer ta propre mère jour après jour, voler l'argent que j'avais économisé toute ma vie, me traiter comme un objet à exploiter et à jeter ?» Ses yeux se sont remplis de larmes.
mais je n'ai pas pu discerner si c'était du remords sincère ou juste de l'auto-apitoiement d'avoir été prise. J'avais besoin d'argent, maman. J'étais criblée de dettes, cartes de crédit, prêts. Quand la pandémie a commencé, j'ai perdu des clients. Mes revenus ont chuté de moitié. J'ai été expulsée de l'appartement. Je suis venue vivre avec vous comme dernier recours. Et alors, j'ai vu ces cartes dans le tiroir. J'ai pensé que ce serait juste un prêt temporaire, que je rembourserais quand les choses iraient mieux. Et les médicaments? Pourquoi me droguer? Elle a détourné le regard, incapable de faire face directement à la question. Vous avez commencé à poser des questions sur l'argent. Vous étiez méfiante, vérifiant les relevés. J'ai paniqué. Hein? Un ami a suggéré les médicaments. Il a dit que ça vous aiderait à être plus calme, moins anxieuse. Au début, c'était juste une petite dose, juste pour que vous ne vous inquiétiez pas autant. Mais ensuite, sa voix a diminué, les justifications sonnant creuses, même à ses propres oreilles. Ensuite, tu as augmenté la dose, encore et encore, jusqu'à ce que j'ai à peine la force de rester éveillée assez longtemps pour réaliser que tu volais tout ce que j'avais construit dans ma vie. Ai-je terminé, ma voix ferme malgré la douleur. Sophie a baissé la tête. Il n'y avait plus d'excuses, plus de mensonges. Les faits étaient là, documentés dans son propre journal, dans les analyses toxicologiques, dans les relevés bancaires. Je suis désolée, maman. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je suis vraiment désolée. J'ai regardé cette femme, ma fille, mon sang, et j'ai essayé de retrouver la petite fille que j'avais élevée, la fillette autresse qui courait dans mes bras quand elle tombait, l'adolescente douée en mathématiques qui me rendait fière, la jeune femme que je croyais avoir élevée pour le bien. Où avais-je échoué aussi profondément? À quel moment s'était-elle transformée en quelqu'un capable de telle cruauté? « Je te pardonne, Sophie », ai-je finalement dit, me surprenant moi-même avec ces mots. Non pas pour ton bien, mais pour le mien. Parce que porter la haine ne ferait que me détruire davantage. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Ce n'est pas l'absolution. Tu devras faire face aux conséquences légales de tes actes. Et quant à notre relation, ça prendra du temps. Beaucoup de temps, si jamais nous pouvons la reconstruire. Je me suis levée, me sentant étrangement légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Il n'y avait plus rien à dire. Sophie resterait en détention, attendant son jugement pour de multiples crimes. Je continuerai mon processus de guérison, reconstruisant ma vie petit à petit. En sortant de la salle, Meduma m'a accompagnée jusqu'au couloir. « Vous allez bien? C'était une rencontre difficile. » Je vais mieux que je ne l'espérais. Je pense que j'avais besoin de ça. Je devais voir qu'elle n'était qu'une personne brisée, pas le monstre qui hantait mes cauchemars. Si cette histoire vous touche, laissez votre like et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Votre interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires d'abus envers les personnes âgées. Dans les semaines qui ont suivi la rencontre avec Sophie, j'ai senti un changement graduel dans ma disposition mentale. La peur constante qui m'accompagnait depuis le sauvetage a commencé lentement à diminuer. Les cauchemars, bien que toujours présents, sont devenus moins fréquents. C'était comme si la regarder dans les yeux et exprimer ma douleur avait exorcisé une partie des fantômes qui me hantaient. Mon séjour chez Madame Lucienne, initialement prévu pour être temporaire, s'est prolongé pendant presque 6 mois. Notre cohabitation, à ma grande surprise, était harmonieuse et réconfortante. Nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Toutes deux venues à Lyon jeunes, toutes deux ayant élevé des enfants seules après avoir perdu leur mari, toutes deux amoureuses des séries anciennes et des recettes traditionnelles. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 75 ans j'aurais une colocataire, plaisantait-elle en préparant ensemble un ragoût pour le dîner. C'est comme ces colocations d'étudiants, sauf qu'avec beaucoup plus d'expérience de vie et beaucoup moins de désordre. La présence constante de Madame Lucienne était essentielle à ma guérison. Elle était trop pratique pour des démonstrations excessives de pitié,
quelque chose que je détestais recevoir, mais assez attentive pour remarquer quand j'avais besoin de soutien. Les jours où la dépression me frappait plus fort, elle s'asseyait simplement avec moi sur la véranda, 2 tasses de thé entre nous, et nous partagions un silence confortable jusqu'à ce que les nuages sombres commencent à se dissiper. Parallèlement à la guérison émotionnelle, il y avait la bataille légale et financière. La procédure contre Sophie suivait son cours avec des preuves accablantes de ses crimes. Elle restait en détention, sa demande de liberté provisoire ayant été refusée en raison du risque de fuite. J'évitais de trop penser au procès à venir. L'idée de témoigner au tribunal, de devoir revivre tout à nouveau devant des inconnus, me causait une grande anxiété. La question financière était tout aussi complexe. Mon avocate, Me Mercier, recommandée par la commissaire, et travaillant pro bono à cause de la répercussion de l'affaire, a réussi à bloquer les comptes bancaires de Sophie, mais une grande partie de l'argent avait déjà été dépensée. Nous avons réussi à tracer environ 15 000 des 50 000 euros qu'elle a détournés, m'a expliqué Me Mercier lors d'une de nos réunions. Cette somme est bloquée judiciairement et devrait vous être restituée éventuellement. Le reste, eh bien, il a été utilisé pour payer ses anciennes dettes, des achats de luxe, des transferts à des personnes que nous essayons encore d'identifier. C'était un coup dur d'apprendre que je ne récupérerais probablement jamais tout ce que j'avais perdu. Cet argent représentait des décennies de travail acharné, d'économies méticuleuses, de rêves modestes pour une vieillesse tranquille. Maintenant, à 79 ans, j'avançais essentiellement en repartant de zéro. Pour compliquer encore la situation, nous avons découvert que Sophie avait contracté divers prêts en mon nom, utilisant la procuration frauduleuse. Ces prêts totalisaient presque 30 000 euros, une dette astronomique pour qui vit avec une retraite minimum. Nous engageons des actions pour annuler ces contrats, basés sur le fait qu'ils ont été obtenus par fraude, assurait Me Mercier. Mais c'est un processus qui peut prendre du temps. Du temps. À 79 ans, le temps était un luxe de plus en plus précieux et incertain. L'idée de passer mes dernières années en bataille judiciaire était décourageante. Mais l'alternative, accepter passivement le vol et les dettes, était impensable. Pas après tout ce que j'avais fait pour retrouver mon autonomie. C'est pendant cette période critique que le soutien de la communauté s'est manifesté de façon que je n'avais jamais imaginée. Quand mon histoire a été relayée dans un journal local du quartier, des offres d'aide ont commencé à apparaître. Une clinique gériatrique a offert un traitement gratuit pour les séquelles physiques de la médication forcée. Un cabinet comptable s'est porté volontaire pour organiser ma situation financière. Des voisins et même des inconnus ont envoyé des dons, de petites sommes qui, ensemble, aidaient à couvrir mes besoins de base pendant que la situation légale se prolongeait. Vous voyez, il y a encore de la bonté dans le monde, commentait Madame Lucienne en m'aidant à organiser les dons reçus. Pour chaque Sophie qui fait du mal, il y a des dizaines de personnes disposées à faire du bien. Marie et Claude ont aussi fait ce qu'ils pouvaient pour me soutenir financièrement, mais tous deux avaient leur propre famille et limitations financières. Je me sentais extrêmement mal à l'aise de dépendre de l'aide de mes enfants. J'avais travaillé toute ma vie justement pour ne pas être un fardeau pour eux dans la vieillesse. La question du logement restait un sujet de préoccupation constante. Je ne pouvais pas continuer indéfiniment chez Madame Lucienne, aussi accueillante que soit son hospitalité. Mon appartement, théoriquement, était toujours le mien. Sophie n'avait pas réussi à transférer la propriété. Mais l'idée de retourner dans cet espace, imprégné de souvenirs traumatisants, me causait des crises d'angoisse. La solution est venue d'une source inattendue. Lors d'une réunion du groupe de soutien pour les personnes âgées victimes d'abus, j'ai rencontré Madame Joséphine, une dame de 81 ans qui avait vécu une situation similaire à la mienne. Dans son cas, le petit-fils s'était approprié sa maison et ses économies. Après avoir récupéré partiellement ses biens grâce à une action en justice, elle avait utilisé l'argent pour acheter un appartement dans une résidence pour personnes âgées dans le quartier de Vénissieux. C'est un endroit merveilleux, m'a-t-elle raconté avec enthousiasme. Ce sont des petits appartements adaptés à nos besoins,
avec une surveillance disponible 24 heures sur 24, mais avec une indépendance totale. J'ai ma propre cuisine, je reçois qui je veux, je sors quand je veux. Et le meilleur, nous sommes une communauté. Tous les résidents sont passés par un certain type d'abus ou de négligence. Nous nous comprenons, nous nous soutenons. Cette description a immédiatement éveillé mon intérêt. Un endroit où je pourrais avoir mon propre espace, mon indépendance, mais aussi la sécurité et la compagnie. Le problème, évidemment, était financier. Comment pourrais-je me permettre un tel endroit dans ma situation actuelle? La résidence Aurore propose différentes modalités, a expliqué Madame Joséphine. Certains appartements sont subventionnés par des organisations à but non lucratif, justement pour des personnes dans notre situation. Pourquoi ne pas visiter l'endroit? Je parle à l'assistante sociale là-bas. J'explique votre cas. 2 semaines plus tard, accompagnée de Marie et Madame Lucienne, j'ai visité la résidence Aurore. L'endroit a dépassé mes attentes. Un bâtiment ancien entièrement rénové et adapté, avec des appartements petits mais fonctionnels, des espaces communs accueillants et une équipe visiblement dévouée. Plus impressionnant encore étaient les résidents eux-mêmes, des hommes et des femmes dans leur 7e, 8e et même 9e décennie de vie, tous avec des histoires de dépassement, tous reconstruisant leur vie après divers traumas. Michel, l'assistante sociale de la résidence, a écouté attentivement mon histoire. Son regard compatissant, mais pas condescendant, m'a immédiatement fait sentir comprise. Votre cas correspond parfaitement à notre programme de subvention, Madame Madeleine. Nous devrions faire une évaluation formelle de votre situation financière actuelle, mais d'après les détails que vous avez partagés, vous pourriez payer seulement 30% du montant normal avec votre retraite. La possibilité d'avoir un nouveau foyer, un vrai nouveau départ, m'a fait pleurer. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai entrevu un avenir avec un peu d'espoir, et pas seulement la survie au jour le jour. Le processus d'admission a pris environ 1 mois, période durant laquelle j'ai continué à vivre chez Madame Lucienne. Quand j'ai finalement reçu la nouvelle que j'avais été acceptée et que je pourrais emménager dans 2 semaines, la sensation était indescriptible. Un mélange de soulagement, d'espoir et aussi une pointe d'anxiété pour ce nouveau départ. « Tu vas me manquer, voisine », dit Madame Lucienne la veille de mon déménagement en emballant les quelques affaires que j'avais apportées de mon appartement. Qui va m'aider avec les mots croisés maintenant? Venez me rendre visite, ai-je répondu, tenant ses mains calleuses entre les miennes. Sans vous, je ne serais littéralement pas en vie aujourd'hui. Je ne pourrai jamais rendre ce que vous avez fait pour moi. Sottise, répondit-elle, essuyant discrètement une larme. J'ai fait seulement ce que toute personne décente ferait. En plus, j'ai gagné une amie. Ce n'est pas rien à 75 ans, quand la plupart des gens de notre âge ont tendance à perdre des amis plutôt qu'à s'en faire de nouveaux. Le déménagement à la résidence Aurore a marqué le début d'une nouvelle phase de ma vie. Mon petit appartement, une chambre, salon, cuisine et salle de bain adaptée, est rapidement devenu mon refuge, mon espace sûr. Je l'ai décoré avec les quelques objets personnels que j'ai pu récupérer de mon ancien appartement et avec quelques nouvelles pièces, cadeaux de Marie et Claude. La routine à la résidence combinait liberté individuelle avec activités communautaires optionnelles, cours d'artisanat, séances de cinéma, groupes de lecture, sorties organisées. Progressivement, j'ai commencé à participer, d'abord comme observatrice silencieuse, puis comme participante active. C'était lors d'une séance de thérapie de groupe, offerte chaque semaine à la résidence, que j'ai réalisé à quel point j'avais progressé dans ma guérison émotionnelle. Quand je suis arrivée ici, je me définissais par ce que j'avais perdu, ai-je partagé avec le groupe. J'avais perdu mes économies, ma maison, ma confiance en ma propre fille, mon sentiment de sécurité dans le monde. Maintenant, 3 mois plus tard, je commence à me définir par ce que je construis. De nouvelles amitiés, de nouvelles compétences, une nouvelle compréhension de moi-même comme survivante et non seulement victime.